Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Ton Manchot, ton émission 100% basket. Je suis Ali, votre présentatrice préférée. Voilà, merci. Aujourd'hui, j'ai pas oublié. Abonnez-vous. Abonnez-vous. La fatigue. Abonnez-vous. C'est en bas, gauche, droite, quelque part ici. Abonnez-vous. La fatigue de production de briques là. Ah ouais, Tu non sais, mais. quand t'es au charbon là pendant des heures. Et n'oubliez pas, on est sur toutes les plateformes Spotify, Deezer et tout. Si vous avez la flemme de nous regarder, bah vous nous écoutez dans vos oreilles. On a des belles voix. On va avoir la flemme de nous écouter déjà. Hein. Ouais. On va avoir la flemme de nous regarder. Mais ils ont Surtout, on a des beaux messieurs là sur le plateau. Voilà. Oh. Ouais. Voilà, regarde bien habillé. Regarde. Ça fait barbe soyeuse. J'avoue, Angelo, Angelo, doucement. vraiment pas. Vraiment pas. C'est Angelo, pas là que nous doucement. parler. Il parle de lui, Vraiment pas. Pas On aujourd'hui. donne des compliments aux gens, les gens. Non, ils- mais Angelo. Pas aujourd'hui. Mais Non, bon. vous faites des compliments gentils. Je suis accompagnée. Ah, il manque quelqu'un. Mais cette personne n'est pas là parce que. Elle Il a a la flamme aujourd'hui. Non. Non, il a le cœur brisé. Parce Cœur brisé. que on lui a retiré Ton étoile. son étoile. Ah. C'est nul. On a retiré son étoile, du coup il a le cœur brisé. Étoile filante. Flexstar. On pense Étoile filante, hein. Étoile En location. à flyer. Flyer, hein. Quand on a fallu un flyer. Écoute, on a l'équipe habituelle. Ouais. Hein, le tsar pour vous servir. Gucci Mills, the one and only. Mais on a Sodi Baby. Yes sir. Merci encore pour l'accueil. Hein. C'est toujours un plaisir de venir faire l'émission avec vous, de toute façon. Ouais. Tu es le bienvenu à la maison. T'es à la maison, faut pas s'en T'es à la branler. maison. Toujours. Ce soir, on a un petit menu de compétition. Hein. On a les Lakers qui enchaînent les victoires comme si LeBron avait retrouvé 10 ans de sa carrière. Hein. Détroit qui perd son meilleur joueur à cause de un poumon. À cause d'un poumon. Ouais, vous avez bien entendu, un poumon. Et côté français, on a 3 Français qui mettent le feu en ce moment à l'NBA. Et on parlera de la March Madness et on finira par la WNBA. Ouais, gros dossier, hein, March Madness là. Gros dossier. Vous êtes prêts? Ah, toujours. Toujours. Let's go. Du coup, on a Los Angeles qui enchaîne 9 victoires d'affilée sur leur meilleure série depuis le titre de 2020. On peut le dire. Hein. Hier soir, ils ont gagné contre Orlando. Ouais, alors, Avant-hier soir, pardon. la dernière défense là d'Orlando, va falloir m'expliquer, hein, Banchero et consorts. Excusez-moi, mais si vous laissez un des tout meilleurs tireurs actuels à 3 points de la NBA tout nu, comme dirait mon ami Laou Konaté, bon, vous avez tendu le bâton pour vous faire battre. Hein, donc Ouais. merci pour les fans des Lakers. Bravo. Ils sont 3e à l'ouest hein, quand même. Hein. Mhm. Ouais. Troisième légitime. Je m'attendais pas. Quelle est la question? Est-ce Alors. que cette série de 9 victoires, c'est le signe que les Lakers peuvent devenir prétendants au titre ou c'est juste une belle séquence? Todi, tu prends l'île? Pas de souci. Pour moi, j'avoue que je suis quand même assez surpris de les retrouver 3e. Ouais. Parce que là, Ah ouais. les 9 victoires consécutives, je les voyais pas forcément venir. Shout out à Doncic. Je pense que bon, bah, il y a une raison à tout ça, mais bon. On va pas préciser. On va pas en parler ici. On va pas en Laissez parler Luka ici. Digno tranquille, s'il vous plaît. Laissez Luka Digno tranquille. Et aussi pardon. Reeves. Reeves qui fait Oui, de bonnes très- perfs. Et t'as LeBron qui vient, qui est là, bon. qui fait du Non, LeBron pour un petit il y a un trio. Il faut Ouais, le non, dire. franchement, Il y a un vrai trio. Mm. Mais ça va au-delà. Je pense que ça va au-delà du trio, parce que le trio offensif, on le savait déjà. On savait de quoi il était capable, même s'il a eu du mal à trouver son alchimie et son rythme. Il y a vraisemblablement un petit shift, voilà, une évolution dans la culture de l'équipe. À l'heure actuelle, il y a plus envie de faire des efforts, il y a plus envie d'être dans le partage, il y a plus envie j'ai peut-être envie de dire d'appliquer le plan de jeu. On voit que défensivement, il y a des hommes, notamment notre ami Lucas, qui ont de nouvelles envies de, voilà, défendre un peu, d'avoir les mains actives. Il a arrêté de bouder. Donc, ok, moi, je me formalise pas sur les interceptions, parce que les mecs qui font beaucoup d'interceptions ne sont pas forcément des défenseurs hors pair, mais il y a une volonté au moins de pas se faire dribble en un dribble, de pas se faire battre en un dribble, de pas se faire dépasser sur un petit chimie, un dribble croisé et hop, tolle toro. Donc, c'est forcément quelque chose d'impact, mais offensivement, ce que Doncic est en train de faire à l'heure actuelle, c'est absolument inhumain. Donc forcément, ça influence grandement les résultats des Lakers. Mais là où moi, je veux rebondir et je te donne la main, Mills, c'est que quand ils sont partis du côté de South Beach,
dans des conditions qui ont bien été médiatisées, hein, le retour à l'hôtel en milieu de la nuit, tôt le matin, jouer le jour même, le soir contre les Heat de Miami, et qu'il y avait la volonté de tout le monde d'aller au charbon et de prendre ce match avec autant de sérieux que n'importe quel autre match qui peut un peu définir le classement dans cette fin de saison régulière. On a envie de penser quand même que du côté des Lakers, même si j'en parlerai après, tout n'est pas résolu, loin de là. Mais il y a quand même des choses encourageantes. Il y a des choses encourageantes. Il y a beaucoup de positifs, au-delà, bien entendu, des performances individuelles de Luka Doncic qui sont extraordinaires. On voit quand même une attitude, alors je sais pas si cette camaraderie elle est sincère ou pas, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de la chimie de cette équipe et c'est assez révélateur de la bonne dynamique actuelle des Lakers. Moi, je vais parler de plusieurs choses déjà par rapport à cela. Il faut rappeler qu'après le All-Star Game, on était sur 3 défaites consécutives des Lakers. Donc, je crois qu'il y avait Boston dedans. Je sais plus contre qui il y avait 2 défaites. Et on se disait, le retour était mauvais. On critiquait Doncic parce que le All-Star Game, il s'est pas donné. Enfin, il y avait beaucoup de choses où on se critiquait pas mal. Depuis le 28 février, c'est 12-1. C'est 12-1, dont une défaite contre Denver. Donc, déjà, c'est pas une défaite contre n'importe qui, mais 9 victoires d'affilée. Dans les 9 victoires d'affilée, il y a New York, il y a Denver, il y a 2 fois Houston, il y a Minnesota. Donc ça veut dire que c'est quand même des équipes du top 6. Et puis Orlando et Miami sont 2 équipes mêlées à la conversation pour le top 6 et les playoffs directs à l'Est. Hein. Exactement. Mais là où je voulais en venir aussi, c'est déjà une meilleure défense, oui, parce que tu as quand même 2 matchs des Lakers à moins de 100 points encaissés. On parle de Houston et de New York, c'est pas des petites équipes, mais quand tu vois comment les Lakers sont super bien défendus, je parle normalement du match contre Houston où les prises à 2 ont été magnifiquement exécutées et qui ont mis KD dans le mal les 2 matchs consécutifs, tu vois qu'il y a une envie de tout le monde de bien faire et tu vois que l'approche des playoffs, tout le monde s'est remis en question et tu vois que ça défend super bien. Il y a 6 matchs parmi les 9 là et 6 matchs à moins de 105 points encaissés. Donc c'est à dire que là les Lakers, c'est une toute autre équipe. Moi, j'appelle Luka Digno quand il est exceptionnel comme ça. C'est juste incroyable. Il a 38 points de moyenne sur les 9 derniers matchs. Là, je veux juste dire les matchs qu'il a fait. 40. C'est 44. Il a baissé contre Orlando, du coup, parce qu'il était à 33. Du coup, ça a baissé un peu. C'est pour ça que j'ai 38. 44, 35, 31, 51, 30, 36, 40, 60, 33. Sachant que le 40-60, c'est limite un back-to-back. C'est un back-to-back. Donc, ça veut dire que la veille, tu mets 40. Le lendemain, tu vas à Miami, tu mets 60. 100 points sur 2 jours. C'est 100 points sur 2 jours. Là, on a beaucoup parlé de Doncic sur les faits qu'il râle beaucoup, quoi que ce soit. Mais quand Luka, il est concentré comme ça, il rappelle à nouveau que dans la course des meilleurs joueurs de la ligue, je parle pas du MVP, du meilleur joueur de la ligue, il y a son nom qui doit être cité. Parce que, pour moi, il y a pas beaucoup de joueurs, hein. J'en vois pas 3 qui fait ce que Doncic fait là. Clutch. On le rappelle, hein, clutch. Il est clutch à souhait. Avant-hier contre Orlando, c'est 20 points au premier quart-temps. C'est des folies comme ça, tu sens qu'il est intouchable. Sachant qu'on sait que, il a pas mal d'affaires personnelles où c'est compliqué. Mais tu vois, Luka Doncic, c'est un excellent, fer de lance qui permet à tout le monde de suivre derrière. Ensuite, on parle de Ayton. Moi, je dois parler d'Ayton aussi parce que il s'est remis aussi en question. Lui, qui s'était compliqué en disant, ouais, mais normalement, je vais avoir plus de ballons, quoi que ce soit. Il pensait être au niveau de Reeves ou avoir autant de tirs que LeBron, Reeves, etc. Maintenant, il a compris que il a un rôle très défensif à faire. Là, il a un rôle plus comme Capella. Et c'est ce qui manquait aux Lakers. Quelqu'un qui prend les rebonds, quelqu'un qui dissole aussi dans la raquette, ça fait du bien aux Lakers. Parce que là, Ayton, là, personnellement, dans ces derniers matchs, mais un rôle dont il ne veut pas, à la base. Non, qui ne veut pas. Justement, le fait qu'il se remette en question, qu'il a avoué même en interview en disant que j'ai compris mon rôle, que désormais je vais faire ça, c'est déjà une chose positive pour les Lakers. LeBron en 3e option. On sait quand la série de 9 victoires a commencé, LeBron n'était pas là, il était blessé. On se demandait quand LeBron allait revenir comment ça allait se passer. On a vu qu'il s'est facilement adapté. Quand vous regardez même le jeu des Lakers, LeBron, c'est plus celui qui va prendre la balle et aller chercher le tir lui-même. Il laisse le jeu venir à lui et tu sens que c'est largement mieux. Quand il y a un match où il fait 13 sur 14 au tir. Mais il est plus frais physiquement. D'ailleurs, c'est pour ça, il a fait un match à 4 tomards dans le match. C'est aussi ce qu'on attendait qu'il fasse bien plus tôt. Le truc aussi, Mills, dont tu as parlé, tu dis, tout le monde peut suivre derrière Luka. C'est pas facile de suivre derrière Luka. C'est-à-dire que c'est un joueur qui monopolise énormément le ballon. Faut simplement être prêt. Et c'est marrant parce qu'en fait, LeBron est en train de jouer avec une version slovène de lui-même. Parce que quand tu te souviens du style de jeu, du Miami Heat ou de Cleveland ou autre, c'est LeBron qui
monopolise la balle, qui dissèque la défense, qui démantèle toutes les couvertures défensives que tu puisses lui présenter, qui va mettre le ballon au bon endroit au bon moment. Si tu as des shooters en périphérie performants, avec un mec de la trempe de Luka Doncic, bah c'est du LeBron de la grande époque, c'est-à-dire le gars qui est injouable. À la différence que LeBron le faisait avec ses qualités athlétiques dans le scoring, où il était capable de perforer n'importe quelle défense avec 2 coups d'épaule et d'aller finir au cercle avec facilité. Luka, lui, il le fait avec création d'espace sur les appuis, avec un rythme de faux lent et des choses comme ça. Mais au final, c'est exactement le même style de jeu. Des mecs qui monopolisent la balle. Et le gros problème qu'il y avait dans l'alchimie qui n'arrivait pas à se créer avec LeBron et avec Luka, c'était qui doit prendre le ballon, qui doit être le créateur, qui doit être le maestro. Si LeBron s'autorise à être la 2e ou 3e option selon l'état de forme de Reeves ou selon le match ou autre, bah tout change puisque maintenant le leader défini est bel et bien le meilleur joueur de l'équipe qui est Luka Doncic. Moins de stress, moins de friction entre les égos parce que maintenant il y a plus on va dire d'aléas au niveau de qui doit recevoir la balle et qui doit être l'initiateur. Et ça permet à LeBron d'être beaucoup plus frais, ça permet à LeBron d'être beaucoup plus performant parce que maintenant quand il a le ballon, il va pouvoir attaquer les close-out et redonner entre guillemets des éclats de sa jeunesse d'antan. Il y a pas de hasard. Ouais. On suit le plan de jeu de JJ Redick beaucoup mieux, qu'il soit offensif ou défensif, parce qu'à un moment donné, moi je le maintiens, je crois vraiment dans la qualité de coach de JJ Redick. Je pense qu'il a un esprit brillant, un esprit basket brillant. Il a montré énormément de qualité dans la mise en place de situations qui correspondaient bien au personnel de cette équipe. Maintenant, le problème, c'est que est-ce que les égos ont été nettoyés du fait que Austin Reeves a été dans les conversations pour les trades lancés par l'agent de LeBron? Est-ce que c'est un LeBron qui est sur son meilleur comportement à l'heure actuelle qui va le rester jusqu'aux playoffs et en playoffs une fois les playoffs commencés? Ce sont les questions que je pose. Moi, j'avais pas totalement tout dit par rapport aussi aux Lakers. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Et là, on avait parlé aussi des trades. On disait que les Lakers n'ont pas fait grand-chose ou quoi que ce soit. La part de Kennard est importante. On l'avait dit. Hein. Elle est importante. Ça, faut le souligner. Et on parle du money time. Les Lakers gèrent super bien le money time. On l'a vu contre Denver. Un coup, c'est Reeves. Un coup, c'est Doncic. Contre Orlando, c'est Kennard. Enfin, tout le monde est dangereux en fin de match. Et c'est ça qui est important. Et tout le monde se dit pas, ouais, je vais être le sauveur. Tu nous avais déjà donné cette stat en off au niveau des matchs clutch, tu sais. Les Lakers, dès qu'ils gagnent dès qu'ils sont devant 4e quart-temps, ils gagnent généralement le match. Ouais. Mais tu sens que maintenant, il y a une meilleure maîtrise. Il y a des matchs maintenant qui commencent à dominer, à finir dès le 3e quart-temps. Les Lakers, de base, c'est toujours des matchs serrés ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, on arrive avec une équipe des Lakers qui est 3e méritée, qui tape des gros, qui tape Houston 4e, qui tape Denver 6e, qui tape Minnesota 5e. Ils ont tapé tous les concurrents. Maintenant, moi, le problème que j'ai avec les Lakers, déjà, l'apport du banc, des fois, c'est trop pauvre. Il y a des matchs où le banc ne met même pas 10 points. Et moi, je lance une take. Moi, je sais pas si les gens vont être d'accord avec moi. Pour moi, pour le bien des Lakers pour le jeu, il faudrait que LeBron soit 6e homme. Pourquoi je dis ça? Doncic et LeBron ont un jeu similaire. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de balles. Est-ce que LeBron va rester 3e option quand il sera en playoff? J'y crois pas trop. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? Les Lakers, l'année dernière contre Minnesota, chaque moment où Doncic allait sur le banc, c'est là où il prenait une rafale. C'est là où les moments de trou, c'est là où les Lakers perdaient tout leur avance et qu'ils perdaient les matchs. Il faudrait que quand Luka Doncic sorte, qu'il puisse avoir un général supplémentaire sur le terrain pour que Doncic puisse rester sur le banc un peu plus longtemps, parce qu'il va falloir le gérer. LeBron James, aujourd'hui, a 41 ans. Il y a aucun mal à ce qu'un mec de 41 ans commence sur le banc. Maintenant, c'est LeBron James. On le sait très bien. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un avis risqué. Mais je pense que dans le jeu des Lakers, en plus, si tu mets Hachimura dans le 5, un joueur défensif, tu peux rééquilibrer ce moment-là où LeBron peut apporter des points sur le banc. Ce qui fait que pendant les trous d'air, le banc et les titulaires puissent quand même marquer pendant 48 minutes au lieu qu'il y ait des trous d'air qui durent 5-10 minutes. Tu sais ce que c'est la clé, Mills, pour les équipes au plus haut niveau, c'est qu'il n'y ait pas de baisse de régime. Exactement. Et donc, ce que tu mets en avant, c'est quelque chose qui a déjà été proposé, hein, mais le problème, c'est qu'une fois de plus, tu parles de l'ego, tu parles du statut, et c'est là où la ligne, elle est très, 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 très fine. Parce qu'on se souvient, par exemple, de la bronca qu'il y a eu sur les réseaux sociaux quand on avait dit qu'on était
mécontent du comportement de LeBron face à Phoenix, qui était en train de rigoler avec le banc adverse, alors que JJ Redick demande un temps mort pour essayer de lui donner, de faire en sorte qu'il marque son panier et qu'il continue sa série et qu'on passe à autre chose. Et c'était un moment où, au niveau dans le comportement, il y avait une dissension au niveau, enfin, il y avait pas un alignement entre ce qui était demandé par le coach et ce qui était exécuté sur le terrain, que ce soit avec Ayton, que ce soit même avec LeBron. Il y avait vraiment ce problème-là du côté des Lakers. Là, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de questionnements. Et comme tu le dis, comme tu le dis, l'apport du banc est famélique à l'heure actuelle. Et ça, c'est problématique parce que tu es dépendant d'un trio de folie qui doit être en mode fuego du début à la fin. Et sur une série de 7 matchs, c'est très compliqué. Je te dis, t'en penses quoi, toi? Honnêtement, techniquement, tactiquement, c'est censé être une bonne solution. Maintenant, t'as vu LeBron. On sait très bien que déjà, 3e option, je pense que pour les playoffs, ça va pas le faire. Mais tu penses vraiment qu'il voudra sortir du banc? Non, je pense pas qu'il le voudra. Lui, mais en fait, le problème, c'est que déjà, il tient plus 40. On l'a vu comme Minnesota l'an dernier, 40 minutes de playoffs, il les tient plus. Maintenant, on sait qu'il finira 3e, donc il sortira. Donc c'est soit Minnesota, soit Phoenix. Non, soit Minnesota, soit Denver, ou soit Houston au premier tour. C'est-à-dire, ça va être une série qui sera intense. Tu gagnes, tu joues encore un gros, et on sait la conférence Ouest comment c'est. Qui c'est les Clippers, hein? Pas 6e, je pense pas. Mais non, c'est vrai que 6e, non. 6e, c'est chaud. Mais là où je voulais en venir aussi par rapport à ça, et je voulais comme saluer l'attitude aussi, j'aime beaucoup de Marcus Smart. Ce joueur-là qui se bat sur tous les ballons, qui va plonger, qui va faire tout le travail défensif, le sale travail, qui permet aussi à Doncic, qui défend moins bien, mais qui défend mieux que depuis le début de saison, mais d'avoir ce rôle-là qu'il avait déjà à Boston de général défensif sur le terrain, il le ramène aux Lakers. C'est pour moi depuis 2020, ça fait un moment que j'ai pas vu cette version-là des Lakers où tu vois tout le monde est uni, tu vois le buzzer de Game Winner de Kennard, tu vois tout le monde est là, tout le monde les sourires, ça dérange pas qu'il ait pris ce tir-là, ça dérange pas que Reeves ou Doncic prennent, c'est des blagues, toutes ces choses-là font que ça me rappelle un peu une version de 2020 et ça peut être dangereux pour les équipes à l'Ouest parce que ça gagne les gros. Maintenant, est-ce que ça va être au niveau pour gagner 7 matchs, enfin en 7 matchs contre OKC ou contre San Antonio? Là est la question. Mills, je vais rajouter un dernier truc. On pourra passer après à l'Est, mais on avait parlé du problème comportemental de Doncic dans un des épisodes précédents, exécrable au niveau des fautes techniques et tout ça. Sur cette série de 9 victoires, à part le dernier match contre Orlando où il se prend une technique avec son altercation verbale avec le Géorgien là, mais sur la série de 8 matchs précédentes, il s'est pas pris une faute technique. Alors qu'il avait un rythme où il se prenait une faute technique tous les 4 matchs. Ouais, après bon, faut rappeler qu'il était sur le coup d'une suspension. Et tu vois bien que les Lakers, tu vois, je sais plus, c'est Vanderbilt, à chaque fois que Doncic commence à parler aux arbitres, il y a un joueur des Lakers pas très loin parce qu'il commence à canaliser le joueur. Et c'est ça c'est ça dont je te parle. C'est qu'à un moment donné, il y a aussi des raisons. Où, quand tout va mieux, il y a aussi un comportement qui est associé. Dans la difficulté, c'est là que tu montes ton vrai visage. Et c'est aussi dans la facilité que tu montes ton visage par rapport à ce que tu peux vraiment espérer. Parce que si tu as un relâchement, si tu as cette nonchalance parce que les choses vont bien, c'est généralement mauvais signe dans l'optique de gagner quelque chose de grand. Là, il y a eu 8 matchs d'affilée où Doncic, il était sur un comportement géré, maîtrisé. Tout de suite, les Lakers jouent mieux parce qu'il y a une meilleure stabilité. Il est moins à se plaindre, il est moins à se préoccuper du corps arbitral, moins dans le gna-gna-gna qui est très contagieux. Et tout de suite, ça va mieux. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a quelques soldats comme Vanderbilt qui sont là à gérer son comportement en coulisses ou en live? Telle est la situation actuelle des Lakers. Maintenant, c'est là où je demande à voir comment ça va se passer quand ça va vraiment être sous friction. On sait que par exemple du côté de Minnesota, quand on a un Anthony Edwards qui est là à te mettre, à te pousser, à te contester sur tous les déplacements, à parler dans ton oreille, à essayer d'instiguer la frustration et de te faire sortir de tes gonds. À voir. Après, on sait que Lucas, il adore ça, hein. Ouais. Mais il faut pas qu'il en paye le prix avec des fautes techniques. Ouais. En tout cas, là, ils sont bien partis pour avoir leur meilleur bilan depuis 2020. Là, ils sont à 46-25. 46-25, l'année dernière, c'est 50 victoires. Donc, il y a déjà 4 victoires de différence. Donc, je pense qu'ils vont atteindre la barre des 50. Et de toute façon, on a le prochain match qui joue à Détroit. Ça, t'es bon, toi. Il est bon, lui, hein. Ah, il est bon. Il est bon. Il est bon. Justement, tu parles des Détroit, les numéros 1 à l'Est. Parlons-en. On a Cade Cunningham
qui, face aux Wizards, a, comment dire, il y a un rookie qui est rentré, qui a rentré son genou en plein dos, dans le dos. Diagnostic pneumothorax. Malheureusement, c'est ceux qui ne savent pas, c'est en gros. C'est écroulement du poumon. Voilà, c'est ça. Petite question. Est-ce que pour vous, en ayant perdu Cunningham, Détroit peut-il tenir son. Bon, de toute façon, c'est numéro 1, c'est sûr, mais au playoff. Numéro 1 sûr. Oui, numéro 1 sûr, mais au playoff. Non, mais numéro 1 sûr. C'est pas sûr. Il y a que 4 matchs. Il y a 4 matchs d'écart entre Boston et Détroit. Il y a 5 matchs d'écart avec New York. Il suffit d'une mauvaise passe pour justement là je vérifie, hein. Mais oui, il suffit d'une mauvaise passe. Non, Boston est 4 matchs derrière. 4 matchs et New York 5. Donc ça veut dire que là, on regarde. Là, Boston, depuis la blessure de Cade, il y a 3 victoires d'affilée. Maintenant, pour moi, ça peut jouer sur il y a 2 manières que ça joue. Soit ça s'écroule. Tu voulais dire Détroit, t'as dit Boston. Détroit, pardon. Détroit, soit ça s'écroule et que ça commence à perdre, etc. Ou soit ça fait comme les Spurs à un moment quand Wemby était blessé vers le début de saison, où justement ça responsabilise les joueurs autour. Un Jalen Duren, par exemple. Lui, en tout cas, en ce moment, franchement, déjà cette saison, il est impeccable, n'a pas grand-chose à lui reprocher. Et là, il sera plus en matière de scoring. Et peut-être que ça va lui faire du bien. Parce que je trouve que justement, à l'approche des playoffs, moi, j'avais critiqué le fait que Cade Cunningham était trop omniprésent dans l'attaque de Détroit. C'est normal, c'est le meneur. Mais quand il scorait pas, Détroit perdait obligatoirement. Là, je vois sur les derniers matchs, si je me trompe pas, c'est un match à Golden State, un match à Washington et 2 matchs contre Washington. Même si c'est pas des grosses équipes, on va pas se mentir. Mais ça permet aux joueurs de prendre confiance déjà en eux et de maintenir le bilan aussi. Et de maintenir le bilan. Oui, mais c'est ça le plus important. Maintenant, Cade Cunningham, on espère qu'il reviendra le plus vite possible, hein, bien évidemment. Mais ça peut changer beaucoup de choses parce que on en parle, mais New York est à 5 victoires d'affilée. Boston est à 4 victoires d'affilée. Cleveland, même si c'est à 7 victoires, donc ça va être compliqué, est quand même à 3 victoires d'affilée. Donc derrière, ça gagne. Ouais, ça gagne. Ça vient derrière à toute balle. Ouais. Toi, tu penses que Sodi, tu voulais poser une question, Ali? Non, j'allais dire juste pour ma part, pour moi, Cunningham, c'est 35% de l'équipe. C'est le cerveau, c'est tout. Il fait, à lui tout seul, c'est le cerveau, c'est le créateur, tout ce que vous voulez. Sans lui, au playoff, face à Boston ou New York, c'est chaud. Il devrait être de retour pour les playoffs. Je pense historiquement, il y a eu 5-6 cas d'écroulement des poumons suite à des chocs et c'est moins d'une quinzaine de matchs ratés. Donc pour les playoffs, même si c'est pas forcément le premier tour, peut-être qu'ils vont pouvoir se permettre justement de pas avoir besoin de lui pour le premier tour. Premier tour, ce serait soit contre. Ouais, après, le premier tour, ça peut être compliqué parce que là, c'est piégeux. Hein. Si c'est Miami ou Orlando, personne va penser Miami au premier tour. Hein. En tout cas, c'est un poumon qui décide un titre. Avant de passer par la Saudi, hein, peut-être que ça va permettre aussi à Tobias Harris de scorer. Hein. Shout out à Flexstar, hein, là où il nous regarde. J'espère qu'il va. Hein. On l'a dit avant l'heure. Toi, Sodi, tu penses que Détroit a les moyens de maintenir le cap, de conserver l'avantage du terrain jusqu'en finale de conférence malgré l'absence de Cade? Franchement, je pense que ça va être chaud. Parce que tu vois Boston subtiliser au dernier moment? Ouais, je le vois. Depuis le retour de Tatum, ils sont vraiment bien. En plus, comme il l'a dit, ça gagne vraiment juste derrière. Tu sais, quand tu regardes Boston, les Knicks, ça gagne. Et c'est ceux qui sont vraiment le plus proches en termes de victoires, parce qu'il y a 3 victoires, 4 victoires d'écart. Il reste quand même environ 11 matchs. Donc pour moi, il y a la marge, en fait, pour aller les rattraper Détroit. Et ce serait malheureux, parce qu'en fait, vu la saison qu'ils ont fait, et vu comment ils étaient même à un moment meilleure équipe de toute la ligue, ce serait un petit peu dommage que la première place soit remise en question à cause d'une blessure de Cade Cunningham. Mais bon, après, je pense qu'ils sont vraiment dépendants de ce joueur. Franchement, sans Cade, je pense que c'est un petit peu juste. Mais de toute façon, c'est très dur. Comme on l'a dit, hein, on verra le test contre les Lakers. On verra si les Lakers, c'est l'équipe du moment avec, je crois, il y a OKC qui a 10 victoires d'affilée, il y a Atlanta aussi qui vient de perdre, mais voilà, c'est l'équipe du moment, on verra. Là, c'est un test. Donc, sur les Lakers, on ne sait pas si Doncic sera suspendu ou pas, hein, parce que les Lakers ont fait appel à la faute technique. Mais là, ce sera un test de voir si à la maison. Non, il est suspendu un match. Là, oui. L'appel, ils ont refusé l'appel?
Parce que, non, ils ont fait appel. Je sais qu'ils ont fait appel. C'est pour ça que je dis, on sait pas s'il va être par suspendu rapport ou au pas. contexte de la faute technique Oui, et tout c'est ça. Ouais. Donc on verra bien. Maintenant, on va voir si Détroit va assumer sans Cade face aux Lakers. S'ils arrivent à gagner avec la manière, ça sera aussi un test de dire que Tu crois, toi? sur un match, ça peut jouer. Maintenant, je sais qu'ils vont casser la tête aux Lakers. Parce que les Lakers, là, ils sont en forme, mais si les Lakers n'ont pas Doncic, ça change le match. Moi, je pense que Détroit va réussir à conserver son number one seed. Oui. Je pense qu'ils vont être en capacité parce que de les voir s'écrouler et de perdre la moitié de leur match jusqu'à la fin de la saison, je vois un petit peu le calendrier. Ils vont jouer à Indiana, ils vont jouer Milwaukee, ils ont Charlotte. Bon, ok. Ils ont pas mal d'équipes qui sont dans leur dans leur conférence et qui sont difficiles à. Tu vois, ils vont à Philadelphie, ils vont à Orlando. Ils ont beaucoup de déplacements au final. Donc c'est pas le contexte le plus favorable. C'est sur les 3 prochains matchs qui sont à domicile que ça va se jouer, je pense, dans la manière de pouvoir gérer à la maison des matchs qu'ils sont obligés de prendre parce qu'ils ont la Nouvelle-Orléans et Atlanta. L'attentat qu'on a dit, hein. Ouais. Et donc, si tu arrives à prendre ces matchs-là en voyant ce qui va se passer face aux Lakers qui sont chauds bouillants mais qui vont peut-être accuser un petit peu le coup et quid de la présence de Luka Doncic ou pas. Selon ce qui se passe là, on aura peut-être une meilleure idée, mais j'ai quand même du mal à imaginer qu'il soit à 50%, quoi. Du style 5 victoires, 6 défaites sur les 11 derniers matchs parce qu'ils défendent fort. Et je pense qu'ils sont en capacité de rester dans les matchs rien qu'avec leur défense. Ouais, mais Après, ça là, sera sur le fil, du coup, pour moi, excuse-moi. Oui, mais il y a quand même, tu vois, Duren, c'est à lui maintenant de révéler si la place dans les All-NBA Teams qui lui tend un peu les bras vis-à-vis du contexte des mecs qui vont être inéligibles pour les All-NBA à cause des blessures et des trucs comme ça. À voir si lui maintenant peut justifier de ce nouveau statut qu'il est sur le point d'acquérir. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir aussi comment ils vont gérer aussi la gestion de fin de saison, parce qu'on sait, hein, la gestion de la fatigue. Les playoffs arrivent bientôt. On sait qu'en fin de saison, on essaie un peu de tempérer. Il y a quand même deux back-to-back quand même dans ces 11 derniers matchs. Là où ça va être important. Tu vas jouer à New Orleans, mais tu affrontes Atlanta la veille. Tu vas faire OKC chez eux et tu vas à Toronto. Enfin, tu reçois Toronto. Ça peut être des matchs pièges. Il y a des matchs contre Orlando, il y a des matchs contre Philadelphie, des matchs où ces équipes-là, elles ont besoin de gagner pour être dans le top 6. Attention. Maintenant, Détroit, je pense pas, à part catastrophe qui perd le numéro 1. Mais Boston a un calendrier plus favorable quand même. Mais j'ai peur que ça laisse aussi beaucoup de fatigue dans cette fin de saison et qu'il faudrait qu'ils bouclent vite la première place pour pouvoir libérer les gens parce que, comme on a dit, 8e, ça veut pas dire que 8e c'est facile. Ah non. T'affrontes à Atlanta 8e qui est chaud bouillant, t'affrontes à Miami qui peut être chaud bouillant en plein, on le sait très bien, à Orlando qui peut casser la tête, à Charlotte qui est sur l'année 2026 qui est très bonne. Attention. Donc, non, mais tu vois, là, il y a justement, je regarde un peu pour Boston. Boston va à Charlotte, à Atlanta, à Miami et à Milwaukee. Donc, ils enchaînent un road trip là et ils reçoivent Minnesota et OKC. Donc, ils ont 6 matchs qui peuvent aussi un petit peu influencer cette perspective de pouvoir subtiliser ou pas à Détroit. Donc, je pense que c'est dans les 10 prochains jours, on aura une idée claire de la capacité de Détroit de conserver ou pas, selon ce qui se passe d'un côté comme de l'autre. En tout cas, pronostic, vous voyez pas pour l'instant, vous voyez Détroit premiers à la fin de saison. Ouais. Je pense qu'ils sont en capacité, grâce à leur défense, de maintenir ce statut-là parce que Boston a aussi beaucoup de matchs à devoir gérer qui sont, comme je viens de le mentionner là, pas évidents, avec un calendrier avec deux gros bras de la conférence Ouest à la maison et après un road trip de 4 matchs piégeux. Donc, pour ma part, je vais changer d'avis. Moi, en vrai de vrai, je les vois vraiment descendre au moins 2e. S'il reste premier, ce sera sur le fil. Je pense qu'il y aura un match, une victoire d'écart ou un truc comme ça. Okay, parce que je vois Boston vraiment en pétard derrière. C'est un take intéressant. Ça va revenir. Okay. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu des demoiselles? Des demoiselles? Ouais, il s'est passé pas mal de choses du côté de la WNBA là. Ouais. On parle de quoi tu parles des demoiselles? On parle des demoiselles un peu. Bon, mes demoiselles, parlons un peu de vous. Tu veux que j'enchaîne? Ouais. Ou tu veux présenter On sait que du côté de la WNBA, il y a eu enfin un accord qui a été trouvé avec la négociation du syndicat des joueuses et de la ligue. Enfin. Alors, il y a les dollars, je peux pas changer mes yeux en dollars, mais là, pour les demoiselles,
Ça va être, y a de voilà. l'argent, En tout cas, enfin. toi, tu as la couleur adéquate. Ouais, c'est moi. Tu as la couleur des dollars. Money, hein. Voilà. Toi, t'es en veste croco, python, ce que tu veux, là. Donc, le cap de la Ligue féminine, là, va augmenter de 367%, passant de 1,5 million de dollars à 7 millions de dollars. Le Supermax, qui sera donc autorisé pour les plus grands talents de la Ligue, commencerait à 1,4 million de dollars. Quand on rappelle que la Ligue, ce n'est que 4 mois de compétition, contre un peu plus de 249 000 la saison passée. Le salaire moyen annuel serait de 600 000 dollars contre 120 000 la saison passée, oui. et les contrats minimums seraient de 300 000 dollars contre 66 000 dollars la saison passée. Donc ça évolue très 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 bien. Donc Ali, réaction vis-à-vis de ces chiffres et de cette bonne nouvelle, puisqu'il y aurait vraisemblablement donc pas de lockout et de saison blanche côté WNBA. Moi, je pense à AJ. Moi, je pense surtout à elle. Elle a fait tellement de choses en WNBA, c'est mérité. Et enfin, on regarde, parce qu'en fait, elles sont obligées d'aller jouer à l'international et tout pour avoir un complément de salaire. Enfin, on n'attendait que ça. Moi, je suis très contente. Les garçons, une réaction un petit peu? Bah, il y a pas mal de choses qui ont changé depuis un moment en WNBA, on le sait très bien. Déjà qui changent, les choses déjà commencent à changer déjà en NCAA masculin et féminin, avec l'arrivée notamment de Caitlin Clark et de Angel Reese, qui ont pas mal changé les choses. Là, elles sont arrivées en WNBA, le rating a doublé, voire triplé. De plus en plus de gens regardent la WNBA. On parle de stars. Justement, on a vu l'année dernière au JO des joueuses comme AJ Wilson, comme Nafisa Collier, comme Brianna Stewart, enfin, toutes ces joueuses-là. Et c'est aujourd'hui important de savoir qu'elles sont battues, parce que le combat a duré pendant un moment. C'est entre les joueuses et la commission. Ça a duré plusieurs mois, hein. Faut le rappeler. Et pendant ce temps-là, ils avaient fait leur Unrivaled, la ligue de 3-3. Où justement, elles étaient un peu obligées de créer une ligue pour pouvoir payer les joueuses, parce que, par exemple, une ligue qui dure 2 mois, 3 mois, je crois 2-3 mois de 3 contre 3, ils étaient même plus payés qu'une saison de WNBA. Bon, largement. Hein. Et là, tout était un problème. Là où tu parles d'AJ Wilson, c'est intéressant aussi parce qu'elle a fait beaucoup de sacrifices financiers pour pouvoir faire venir des joueuses comme Chelsea Gray, des gros salaires comme Jackie Young. Enfin, l'équipe des Aces, comme on le sait, hein, c'est 3 titres en 4 ans. Et là, maintenant, elle va avoir un Supermax. On sait, hein, son palmarès n'est plus à redire. Et c'est une très bonne chose. C'est une avancée même pas juste pour le WNBA, mais pour le sport féminin. Ouais. Parce qu'on parle vraiment là de joueuses, et même il y a le nombre de matchs qui va augmenter aussi, hein. Je crois que ça va augmenter de 40 à 52 matchs. Tout ça pour dire qu'elles n'auront, au bout d'un moment, elles n'auront plus besoin d'aller jouer en Europe. Et la WNBA pourra elle-même être une ligue à part entière, pas seulement être une ligue d'été, et après la saison, tu vas la jouer à l'étranger. Alors, pour être honnête, je suis pas trop forcément la WNBA, mais en tout cas, entendre ces nouvelles-là, franchement, c'est encourageant, notamment pour le sport féminin, comme tu l'as dit, parce que c'est vrai que elles sont toujours placées au second plan. Et maintenant, moi, je trouve que ça va dans la dynamique on voit plus les sportives féminines sur les spotlights. Par exemple, il y a AJ Wilson, elle est venue à Paris dernièrement. Et franchement, c'était partout. On l'a tous vu. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est un bon tournant, en tout cas. Enfin. Moi, ça m'intrigue. Ouais. Moi, ça m'intrigue parce que au niveau des finances de la NBA, où on sait que la WNBA est à perte année après année, et on sait que le financement provient donc de la maison mère, hein, de la NBA. Je suis bien évidemment ravi que ces demoiselles qui sont des athlètes exceptionnels soient payées à la hauteur du talent qui est le leur, notamment Wilson et les joueuses majeures de la ligue. Je suis ravi que on ait un standing salarial qui soit bien évidemment dans une augmentation concrète et spectaculaire, parce que 367% d'augmentation au niveau de... On est d'accord. Donc les chiffres sont, je pense, ils parlent d'eux-mêmes. Moi, la seule question que je me pose, c'est pour combien de temps? Combien de temps est-ce que ça va durer? Parce qu'à un moment donné, c'est soit un choix, on va dire un choix assumé de la NBA de dire la WNBA
reste à perte et peut-être potentiellement restera à perte sur la décennie qui arrive. Oui, ils rajoutent des matchs, c'est bien, mais c'est aussi sur les contrats télévisés et autres que l'argent rentre, les partenariats et sponsoring. Donc, il va falloir continuer à faire un énorme travail de développement de l'image de la ligue et bien entendu du packaging de cette compétition qui malgré tout n'est pas autant suivie qu'elle mériterait de l'être par rapport à la qualité sportive. Et donc, il y a des enjeux financiers qui, moi, me laissent perplexe parce que s'il y a eu un lockout en NBA en 99, c'était à cause de problèmes financiers. Et là, on est arrivé un petit peu à cette période de friction entre donc le syndicat des joueuses et les franchises NBA, WNBA, mais donc franchises NBA puisqu'elles appartiennent toutes à des franchises NBA, où les enjeux financiers sont mais on perd de l'argent, on finance. Donc, de demander des salaires plus grands et bien entendu, il y a aussi d'autres avantages avec les appartements, avec les femmes enceintes aussi. Parce et bien sûr, la prise en charge de la maternité. Parce qu'il y avait un problème par rapport à ça, Diarika Ambi, justement. Complètement. Et sur ça, pour moi, ça devrait même pas être une question. C'est-à-dire que quand on parle de maternité, on doit non seulement les accompagner, mais les mettre dans la position la plus favorable possible. Donc, bien évidemment, il faut avoir la plus grande sensibilité par rapport à ça. Mais moi, je parle vraiment de l'aspect purement économique et où on sait que la NBA injecte beaucoup d'argent dans la WNBA pour que ce soit pour qu'elle survive tout simplement. Et donc, j'entends d'un côté les revendications des joueuses qui méritent et qui veulent plus d'argent, mais je crains pour les limites économiques dans le développement de la ligue. Et à un moment donné, soit c'est un choix assumé de la NBA de dire la WNBA risque d'être un produit à perte, mais de toute manière, que ce soit pour la promotion du basket féminin, que ce soit par rapport à la qualité du jeu produit et autres, on assume cette perte-là économique. Ou alors, elle arrive à trouver le bon produit, elle arrive à trouver le bon format, elle arrive à trouver les bons partenaires, elle arrive à trouver la manière de promouvoir le basket féminin de telle sorte à ce que l'essor continue, sachant qu'il y a des franchises d'expansion qui vont continuer à rentrer et autres. Avec donc plus de matchs. Est-ce que ça va se traduire avec suffisamment de rentrée d'argent pour compenser le manque à gagner entre guillemets? Bah, je le souhaite. Voilà. C'est pour ça que je dis, je suis intrigué. Je le souhaite. Pour moi, les réponses sont pas trouvées de manière à être, à se sentir bien sur du très long terme. Je pense qu'on a une solution à court terme, peut-être même moyen terme. Mais est-ce que c'est une solution à long terme? Bah, le futur répondra à cette question-là et je l'espère bien évidemment pour qu'on se retrouve pas avec une situation de lockout dans les 5 ans qui viennent où on se retrouve avec les mêmes revendications où il y a une redistribution salariale qui va être désirée par le syndicat des joueuses, mais il y aura aussi la réalité économique de ce que génère la ligue ou pas. Donc on croise les doigts bien évidemment pour que ça se passe bien et que voilà, ces joueuses qui sont forcées à jouer 12 mois dans l'année, qui le font de moins en moins, mais bon. Après, quid de nos meilleures joueuses à nous? Parce que si la WNBA tourne à plein régime et que les contrats sont mirobolants, bah, c'est pas une bonne chose pour nous. Nous, par exemple, Fédération française ou autre, parce que ça veut dire qu'on a les Marine Johannes, Gabi Williams, Dominique Malonga et consorts qui vont, Janelle Salin, toutes ces joueuses qui vont potentiellement pas être disponibles pendant les grandes échéances des équipes nationales de l'été. Donc, on va en parler du basket féminin encore dans les mois qui viennent, mais c'était important, je pense quand même, de mettre le doigt dessus parce que c'est une nouvelle qui est satisfaisante de savoir qu'il n'y aura pas de lockout. Mais je demande à voir par rapport à la pérennisation de cette ligue économiquement. Je suis d'accord. C'est pour ça que vous devez regarder la WNBA. Ça participe à l'essor justement dont tu parles. Ouais. Parlons de... je parlais des Français, et parlons de nos petits Frenchies qui sont en feu en ce moment. On a Reino, Diawara et Diabaté. Maxime Reino qui joue au Sacramento Kings. Malheureusement, les Kings sont en construction. Reino, lui, par contre, il est en construction, mais le chantier avance très, très, très vite. Parce que là, il a pris feu depuis le All-Star Break. Dinguerie. Il y a un match, il a mis 32 points, il me semble, contre les Spurs, Les Spurs et 30 contre les Sixers. Ouais. J'enchaîne, hein. Je parle de Diawara. Oh, mais le plateau t'appartient. J'aime bien quand tu des petits rappels comme ça, tu vois, j'aime bien. Ça doit être ça. Toi, commence pas, s'il te plaît. Commence pas. On a Diawara qui joue au Knicks. Son coach, comment dire,
l'a publiquement salué pour sa polyvalence dans la défense et tout. On a un autre Français aussi. Enfin, pour moi, le Madison commence à parler français aussi. Grâce à... Jeu de mots. Ouais. T'as capté? J'enchaîne encore. Oh. Oui, j'enchaîne. Oui. Les Français, ils sont en pétard. Oh, Ah oui, ils sont pétards parce que... Enchaînons, on va parler enchaînons. de Diabaté aussi, qui joue aux Hornets. Mhm. Son coach aussi, il a comparé à Ben Wallace et Denny Rodman, non? Quand même. Ah, Ah, c'est pas T'as c'est pas pas très n'importe d'accord. qui. C'est Hein. un peu, hein. C'est pas n'importe qui, C'est un peu, hein. ah bah c'est pas moi qui l'ai dit, Je hein. n'ai pas dit que C'est j'étais pas, Charlie. je n'ai pas dit que j'étais pas d'accord. J'ai juste dit, sacrée comparaison. Non. Ouais. En tout cas, c'est pour le mettre en confiance, on va dire ça comme ça. Bref, en gros, ils sont en train d'éteindre la NBA en ce moment, très bon. Éteindre. Enfin, éteindre, j'abuse, mais on est Elle français. a le droit d'avoir On un est peu de français. chauvinisme. On est français, Un voilà. chauvinisme assumé. Ils Oui, non, mais- éteignent sa lumière, si tu veux, la lumière de ta chambre, si tu veux, mais Wow, ouais, ok. La NBA, je trouve Non, ça mais- fort. Mais s'il vous plaît, mais NBA soyons 2K, français. Je suis français. Ah, je suis français. Tu as les papiers français. Oui. Je suis français. Non, en vrai, je suis très content pour eux. Ouais. Mais dire qu'ils éteignent la NBA, Non, mais je tu t'ai comprends compris. ce que je veux t'ai dire. compris. Dis simplement chauvinisme assumé. Sur Touquet, t'inquiète, sur Avançons. Touquet, sur NBA Touquet. Toi, mais Avançons. sois français aussi. Toi, t'es trop congolais. Ah. Bref, moi, j'ai une Et petite fier. question. Hein? Ouais, c'est bien parlé. Très bien. Est-ce Il que est pour vous... macassi, il est macassi. J'avais dit un dernier plan de provocation, son mot c'est Makassi, il dit que ça. Pose ta question à lui. Et Loco Est-ce Macassi. Pour vous, ces 3 joueurs peuvent intégrer l'équipe de France et constituer une vraie raquette compétitive. Déjà, La relève? je pense que pour Maxime Reynaud, je pense que personne s'attendait à ce qu'il fasse ça. Certes, Sacramento est une équipe cette année catastrophique. Des tocards. Juste précise les propos. Quand tu dis qu'ils s'attendent qu'ils fassent ça, tu parlais de ses matchs, de ses pics à 30 points, là. Oui, enfin, Mm. qu'il explose. Là, il a dépassé les attentes. Ouais. Si tu veux. Voilà. Mm. Il a dépassé les attentes qu'on espérait de lui. Donc, on rappelle, hein, il est rookie. Mhm. Hein, on le rappelle, il est rookie, donc c'est sa première saison en NBA. Et c'est une première très belle saison. On avait déjà vu un Westbrook, hein, qui avait déjà dit qu'il aimait bien ce joueur et qu'il allait l'aider à, justement, s'intégrer. Et, tu le vois que même, il le dit, hein, Westbrook le disait, hey, quand je donne la balle, tire. Déjà, c'est un vétéran comme Westbrook qui dit ça en étant rookie. C'est pas tout le monde qui le fait. Et ça veut dire que t'es dans le bon chemin. Ça aide Du aussi. bien. Hein. Ça aide, bien sûr que ça aide. Ça aide de savoir que le vétéran Hein? derrière, il pousse. Parce que dans le bordel des Kings, là, il y a quand même un peu de soleil. Hein. Il y a un peu dans la pénombre, là, il y a un peu de soleil. Et lui, il en fait partie clairement. Même si c'est 30 points, c'est 32 points, c'est pas des points qui font gagner des matchs. Mais c'est des points qui te mettent en confiance, qui t'aident à devenir un meilleur joueur. On te dit, ah, il est capable de le faire. C'est Ouais. pas tout le monde qui met 30 points, qui met 30 points sur un match. Il y a des gens qui ont joué à NBA toute leur carrière, ils ont jamais mis 30 points. Hein. Et le faire à la saison C'est ça où rookie. il faut faire attention, où tout le monde, on voit des 30, 40, mais mettre 30 points, c'est pas Mm. quelque chose de facile. Faut le préciser. Mm. Et ce qui est bien aussi avec cette question-là sur l'équipe de France, c'est qu'on arrive sur un temps où maintenant, on peut proposer une équipe A et une équipe B tout aussi compétitive. Bien évidemment, on peut pas remplacer des Wemby, on le sait. Oui. Mais l'équipe B peut être très compétitive aussi. Je veux pas comparer aux States. Les States peuvent mettre l'équipe B, mais l'équipe B peut, comme on a vu en 2021 à Tokyo, où ils ont mis une équipe bis, enfin pas bis, mais après, on va dire ça comme ça, ils ont quand même gagné. L'équipe de France, là, ils ont tellement maintenant de joueurs, de ressources. Là, t'as cité les joueurs, Diawara, Diabaté. Mm. Je pense que ça va être intéressant maintenant de voir que sur chaque poste, il y a de la concurrence. Là, en plus, Ken Hayes, il vient de signer un contrat aussi récemment aussi. Donc, Avec les Kings, justement. Ouais, les Kings, avec les ouais, 2 ans. Voilà. Donc, ça fait qu'il y a la concurrence partout. Et là, maintenant, il y a personne qui peut, à part Wemby, je pense qu'il y a personne qui peut se dire, ouais, les gars, tranquille, ma place dans l'équipe de France. Parce que tu peux sauter très vite. Là, on parle de ça, mais on parle même d'Evan Fournier qui est parti mettre son match incroyable qu'il est parti 36 mettre, points, ouais, 36 points en 25 minutes, là. Incroyable. Déjà, les anciens montrent que c'est pas fini. Les jeunes montrent que nous aussi, on est là. Donc là, c'est intéressant de voir, par exemple, je crois qu'il y a les championnats du monde, je sais pas si c'est l'année prochaine, 2027, je sais plus c'est quand, mais ça montre clairement que, il y a un vivier exceptionnel, encore une fois. Et là, s'ils arrivent à s'imposer en NBA, bon, pas éteindre la lumière, mais s'imposer en NBA, mais je pense que ça peut être que positif pour l'équipe de France. Ok. Moi, je suis tout à fait d'accord, dans le sens où ça crée beaucoup plus d'options, notamment pour l'équipe de France. Avoir beaucoup de joueurs qui
performe et voire surperforme en NBA, c'est très intéressant. Je pense que ce sera un réel casse-tête pour sélectionner les joueurs à présent. Après, franchement, moi, je pense qu'ils ont juste perdu cette timidité parce qu'en fait, ce vivier, on l'a depuis quelques années. Ouais. Mais le problème, c'est que les Français ne se sentaient pas forcément respectés en NBA et je pense qu'ils n'avaient pas forcément cette prise de confiance au sein de la ligue. Là, maintenant, plus il y a de Français, plus tu vois les mecs exploser et plus tu entends parler d'eux. Et franchement, je pense que ça, c'est... On a eu un trou au niveau des générations parce qu'on a eu la génération 82-83 avec Boris Dio, Tony Parker, Ronny Turiaf, Johan Petro et consorts qui avaient brillé. Puis derrière, t'as eu la génération Batum, Aginsa et autres. Mais c'est vrai qu'on a eu un trou suite à cette dernière génération parce qu'il y avait Evan Fournier, Batum qui étaient les fers de lance en NBA. En tant que Français, mais il y a eu un moment de vache maigre entre guillemets au niveau de joueurs français qui avaient un vrai rôle d'impact et un vrai statut en NBA. Et là, on est en train de réécrire une nouvelle page, pas réécrire, mais d'écrire une nouvelle page de l'histoire du basket français de outre-Atlantique avec cette jeune garde qui commence à faire son trou, tout simplement, qui commence à faire son trou. Toi, des trois là, si tu penses à Reno, Diawara et Diabaté, lequel t'impressionne le plus ou lequel tu penses a le plafond le plus élevé entre les trois par rapport à ce qu'il pourrait faire potentiellement en NBA? Le plafond le plus élevé, pour moi, c'est Reno. Bon, même si le contexte des Kings... Tu le connais un peu, toi, d'ailleurs. Ouais. Non, mais fun fact. Oui. Non, j'ai fait quelques matchs avec lui lorsque j'étais à Charenton, en N3. Et il était venu surclassé déjà. Bon, ça veut dire que le mec, il était déjà très bon parce que je pense qu'il devait avoir 15-16 ans. C'est-à-dire que pour un petit 15-16 ans venir jouer en N3. En N3 parisienne surtout. En N3 parisienne, faut bien expliquer. La N3 parisienne, c'est pas la N3. Ouais, c'est ça. Non, mais la N3 parisienne, c'est autre chose. Donc, c'est-à-dire que je pense que bon, il y avait déjà un vrai potentiel. Là, de le voir exploser comme ça. Franchement, il m'a toujours donné l'impression d'un mec assidu, un mec concentré sur son basket, qui savait qui sait où il veut aller. Et je pense que son plafond, il est encore loin. Tu penses au niveau de sa qualité, des fondamentaux, sa qualité offensive, intrinsèque, il est au-dessus des deux autres. Hein. Enfin, il sait faire la majeure partie des choses sur un terrain. Pour un gars de sa taille, franchement, c'est bien. Et après, moi, honnêtement, après coup, je me dis que, imaginons dans un futur hypothétique, une raquette Wemby Reno, si les deux sont vraiment au top pour l'équipe de France. Sachant qu'il y a encore 1 an et demi, 2 ans de développement pour Reno. Ouais, c'est intéressant. Après, tu sais, tu me parles de mecs Mills en équipe de France dont la place n'est pas promise. T'as quand même, je pense, 2 gars indéboulonnables dans la raquette française dénommés Wembanyama bien évidemment et Gershon Yabusele. Oui. Pour moi, Gershon est capitaine. Voilà, c'est capitaine. sur le poste 4, c'est bien évidemment très compliqué de concevoir qu'on puisse lui subtiliser sa place. Alors bien évidemment, également, il faut bien considérer que on doit mériter sa place en équipe de France et que la performance doit primer devant tout. Mais historiquement, on a vu des joueurs qui étaient peut-être en fin de cycle ou autre, ce qui n'est pas le cas de Gershon, qui lui est pas en bout de carrière, hein, mais on peut penser à Nando De Colo, on peut même penser à Evan Fournier ou d'autres anciens comme Florent Pietrus avant lui, qui ont cette expérience incommensurable et tellement précieuse au sein d'une équipe et qui donc ont de manière un peu prolongée une place au sein des 12 parce que quand il est question d'aller dans les grandes compétitions et d'aller chercher une médaille, on a besoin de cette expérience-là. Elle est absolument nécessaire. Et on l'a bien vu même avec les Jeux Olympiques de Nando De Colo, qui était physiquement moins bien, mais qui avait toujours sa superbe au niveau des fondamentaux et tout ça, quoi. Donc, après, c'est intéressant. Moi, quand j'en parlais, c'était pas forcément dans un futur hyper proche, dans le sens où ça reste des rookies. Wemby, c'est un joueur très jeune. Donc, je pense que dans les années à venir, de toute façon, là, je reprends ses droits. Il y a des mecs qui vont devoir partir plus tôt que d'autres. Et au final, je pense qu'à terme, quand ces mecs-là seront peut-être dans leur prime physique, c'est-à-dire 28, 29, 30, comme on sait, je pense que ça pourrait être intéressant pour l'équipe de France. Ok. Détroit.
Lequel tu vois le plus apte à rentrer dans la rotation ou gagner une place en équipe de France très court terme? Très court terme. Ouais. Celui qui va rentrer le plus rapidement. Très court terme, je pense que ça peut être un Diawara, vu ce qu'il apporte. Ouais, Vu l'énergie qu'il apporte, en fait, je trouve que toute équipe rêverait d'avoir un mec comme ça. Tu sens qu'il se bat sur le terrain. Bah, en fait, pour valider ce que dit Sodi, tu rentres pas en équipe de France pour scorer direct. C'est ça. Tu rentres pas en équipe de France et les ballons vont d'abord à Wemby, ça va aller à Boussélé, ça va être encore des Fournier, ça va être tous ces joueurs-là qui sont encore là. C'est vrai qu'il faut donner la balle en premier. Ça veut dire que si t'arrives en disant, ouais, je score en NBA, je vais scorer en équipe de France, t'as tiré à côté. Tu vois, ça va pas se passer comme ça. Et là où Diabaté ou Diawara, c'est qu'ils ont cet effort-là défensif. Cet effort-là où, tu sais, Franck Tinkina, là où il restait longtemps en équipe de France, c'était pourquoi? Parce qu'il était capable défensif. On te mettait défensivement, allez, Florent Pietrus. En mission. Oui. Florent Pietrus. Donc on te mettait en mission sur ce jour-là, donc ça veut dire que directement, tu canassais ta place. Parce que quand on devait le mettre sur le meilleur joueur en face offensivement, oui, toi tu scores, mais t'es pas capable de faire ça. Donc lui est obligatoirement dans le 5. Donc je pense que sur ça, je suis d'accord avec toi. Quelqu'un qui peut apporter de l'énergie, qui peut défendre sur un joueur en face pendant 35-40 minutes, quand il y aura des matchs qui seront serrés, est-ce que tu es capable de faire baisser sa moyenne de points, sa moyenne de tir, etc., de le rendre la vie difficile? C'est un peu un Nicolas Batum. Un Nicolas Batum, c'est pas forcément le meilleur scoreur, mais tu pouvais pas le bouger parce que c'est lui, avec son envergure, avec son énergie, avec son cul basket aussi, défensivement. Et sa qualité de tir. Qu'on allait envoyer sur un des meilleurs joueurs en face et qui allait le mener la vie dure. Tout en étant capable de mettre des gros tirs et d'amener son équipe. Des 2ND, tu vois, des 2ND. On rappelle aussi du contre de Batum, tu sais, au Giro demi-finale. Des joueurs qui sont capables de faire ça, c'est des joueurs dont l'équipe de France a besoin pour remporter des titres internationaux. C'est pour ça que je dis Diawara. Parce que pour moi, oui. c'est ça que je dis Diawara, parce qu'en fait, je trouve que ce qu'il apporte sur un terrain, bah, comme tu l'as dit, il va pas forcément rentrer par la grande porte en équipe de France. Et en fait, c'est par ce biais d'énergie et de défense qu'il va pouvoir qui va pouvoir se créer une vraie place au sein de l'équipe de France. Donc, bon, je mets une petite pièce sur lui, en tout cas. Ok. Ouais, en tout cas, l'équipe de France a un avenir très, 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 très radieux. Parlons de la March Madness. Gros dossier, là. Ouais. De futur ou... De quoi? I drive a foreign like it was a Chevy. Bon, apparemment, vous l'avez pas. Si moi je l'ai, t'as pas entendu, j'ai chanté là. Toi, je sais. Ouais, non, c'est bon, Tu vas des tiels, toi. Tu vas des tiels, quand même. Hein? Tu veux que je répète? Non. Tu ressens ce que ça fait avec Flex. On parle juste du morceau de futur. Si Adam Mokoka, il était là, il allait comprendre. Très gros son. Bref. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la March Madness, c'est un tournoi universitaire américain de basket. T'as dit le? C'est le tournoi. Oui, d'accord, excuse-moi. Pardon. 64 équipes, élimination directe, du premier tour jusqu'au champion. Chaque année, des millions d'Américains remplissent leurs brackets. Oui. Et chaque année, en fait, le tournoi, il détruit tout le monde. Du coup, c'est bon, je te lance la balle. Il y a toujours des upsets. Ouais, il y a toujours des upsets. Tu donnes la balle, toi? Ouais. Ah, t'as vu, il lui a glissé un petit pas vraiment. Non, mais elle apprécie le rugby, tu vois. C'est une passe de rugby. Football US, ce sera même pas. Non, tu peux, mais il l'utilise très peu. Ouais, c'est très peu ça. March Madness, écoutez, beaucoup de choses à dire. On va pas non plus aller trop loin dans le partage d'informations, mais on va quand même replacer un cadre. Puis moi, j'ai quelques petits coups de gueule à vous partager. Ouais, ouais, bon. Lui, il y croyait pas à une heure, mais voilà. On va pas faire long. On va pas faire long sur la NCAA. Mais ça, c'est quand même un gros dossier qui a besoin d'être partagé. Alors, c'est un championnat qui est obscur pour le commun des fans de basket en France, parce que déjà, l'accès à la compétition est pas évidente. Il faut savoir où aller chercher. La majorité d'entre nous
ou d'entre vous n'ont pas ESPN, CBS et toutes les chaînes américaines, tous les networks américains, où les grosses conférences ont même leur propre network. Si vous avez la Big Ten, la Big 12, la SEC, à l'ancienne la Pac-10 qui n'existe plus, mais voilà, la ACC, toutes les grosses conférences de ce qu'on appelle le Power 5, les 5 plus grosses conférences des États-Unis ont même leur propre network, et ce sont bien évidemment des chaînes qui ne sont pas accessibles facilement. On a déjà du mal à regarder la Betclic Elite avec DAZN, pour ensuite aller chercher l'Euroleague qui était sur Squeak, qui n'est plus sur Squeak. Donc quand vous aimez le basket, c'est pas évident. Donc entre la NBA, il faut chercher du League Pass, l'Euroleague télé maintenant pour suivre le basket, les équipes françaises en Euroleague, et la NCAA, ça va venir loin derrière. Ouais. Je le comprends bien. C'est le parcours du combattant. C'est le parcours du combattant. Sauf quand vous avez des petits bis-bis. Voilà. On va pas citer le nom. Voilà. Donc, voilà. C'est branché. Voilà. Juste ça. Les DM sont ouverts. On peut discuter. Mais ce qui est évident, et ce qui est un peu sous-estimé, c'est que la grande majorité des stars qui abreuvent notre NBA chérie proviennent de la NCAA, proviennent de la March Madness. Et il s'avère que là, on a une énorme cuvée pour la draft à venir qui s'annonce vraiment spectaculaire. On a des anciens, des fils d'eux, des anciens. On a Cameron Boozer. On a Boozer. On a quand même maintenant une relève qui je pense tient le choc. On va mentionner, on a eu les équipes All-American qui sont sorties. Donc il y a J.R. Acuff de Arkansas. On a Dibonsa qui est pressenti pour être potentiellement le premier de la draft. Numéro 1, est-ce que ça va être Boozer? Il y en a aussi maintenant qui commencent à dire que Boozer pourrait intéresser selon qui obtient le premier choix. Par exemple, Indiana. On dit que du côté d'Indiana, un Boozer intéresserait plus qu'un Dibonsa. On rappelle qu'un Dibonsa est déjà éliminé en cette marche. Oui, déjà éliminé, mais il joue dans une équipe qui est quand même d'un moindre standing que même s'ils étaient favoris contre Texas. Oui. Mais ça se tape parce que c'est favori, mais mais ça, en tout cas, ça va jouer parce que on rappelle que Cameron Boozer, lui, joue à Duke. Et Duke fait partie des gros favoris pour gagner justement cette March Madness. Voilà. Quand tu l'emportes en étant peut-être MOP du Final Four, tu sors pas pareil. Il y a Caleb Wilson qui est dans la All-American Second Team. Donc on a voilà des gros dossiers. Il y a un joueur qui est en train de transpercer l'écran, c'est Acuff de Arkansas. Il est en train même de faire tellement monter son stock qu'on en parle potentiellement comme un numéro 2 de la draft. C'est-à-dire qu'il passerait même devant Boozer. Il est en train de faire des dingueries avec Arkansas. Arkansas qui a évité le upset face à High Point de très très peu. Et il y a quelque chose qui est en train de mourir. Alors, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, les amis, mais il y a un truc où on parle toujours des upsets et des histoires à la Cendrillon. Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins, en particulier cette année. Et je pense que l'ère maintenant des NIL avec donc ces contrats d'utilisation des droits d'image et donc une manière, on va dire, déviée de payer les joueurs, puisqu'on peut pas leur donner des salaires, mais on peut maintenant autoriser de débloquer des enveloppes de sponsoring et donc d'utilisation des droits à l'image. Qui sont les équipes les plus riches? Qui sont les équipes les plus à même de donner beaucoup d'argent? Ce sont les équipes du Power 5, ce sont les grosses cylindrées, les Michigan, les Florida, les Duke, les North Carolina, les Kentucky et consorts. Et donc, on regarde sur le premier tour, il n'y a pas eu de upset. Cette année, toutes les grosses cylindrées ont roulé sur la compétition avec des gros écarts. Donc, quand on parle des oppositions dans la braquette March Madness où c'est les seeds numéro 8 contre les seeds numéro 9, bon. Le 9, il bat le 8, ça arrive souvent. C'est pas le truc qui est dingue. Mais les gros upsets où il y a le premier seed qui va se faire sortir par le 16e ou le deuxième seed par le 15e, même 3e, 14e, vous pouvez commencer à oublier ça parce que maintenant, l'écart est tellement grand au niveau que ce soit du talent et donc, ça a permis, entre guillemets, cette histoire du NIL de déséquilibrer de nouveau les forces vives de la NCAA vers les grosses cylindrées et les grosses universités. Parce qu'avant, on avait, notamment avec
avec Steph Curry du côté de Davidson, avec Damian Lillard et beaucoup de joueurs qui sortaient de petites ou moyennes universités. Mid-major, ouais. On continuera à avoir des mecs talentueux qui vont sortir, mais au niveau de ce qui va permettre aux petites équipes de gagner des matchs dans la March Madness, bah ça devient de plus en plus compliqué parce que les meilleures équipes s'enrichissent vraiment. Il y a que on va dire un upset que je pense que les Américains n'avaient pas vu. C'est justement le Texas au second tour. Hein, Oui, au second tour. Second tour qui vont battre Gonzaga. Tête de série numéro 3. C'est ça. Tête de série numéro 3 de la région ouest. Et là, Texas qui continue, eux sont tête de série numéro 11. Donc là, qui va gagner, qui va faire perdurer le plaisir. Et je viens de voir là, la stat là. Normalement, on sait que là, Ali a parlé de l'importance des brackets. On peut gagner des millions de dollars juste en choisissant le bon bracket. Il en reste que 4. Non, il en reste que 2 maintenant. Il y a eu un dernier match là qui a pardon, excusez-moi. Non, on l'a fait notre heure Flexta. Wow. Voilà. Pourquoi ça s'arrête pas? Calme-toi toi. Très original comme sonnerie. Oui. Tu peux baisser le volume au pire. Hein. Oui, mais il a bugué. Excusez-le. Mais en tout cas, pour dire, il en reste que 2. Moi, comme tu as dit, il en reste que 2 maintenant. Et justement, comme vous l'avez dit, un upset peut tout changer dans cette March Madness là. Et comme tu l'as dit, elle est importante aussi parce qu'il y a beaucoup la QV 2026 est censée être une des plus grosses QV de ces dernières années. Ouais, de la dernière décennie. Hein. Elle est à suivre. En tout cas, elle est à suivre. Bah au niveau, c'est pas forcément le meilleur numéro 1. Mais au niveau de l'homogénéité du vivier, c'est-à-dire que là, si vous êtes loterie, le top 10, vous êtes bien. Vous êtes bien. Il y a du talent qui rentre et du talent. Un peu comme en 96, tu vois. Le premier, certes, est fort, mais ensuite, il y a. Voilà. Là, on est en train de parler d'une très très belle cuvée. Moi, j'ai envie de partager un petit peu quelques éléments avec vous sur les 23 derniers champions en titre. D'accord? Enfin, les champions en titre, les 23 derniers champions universitaires. 22 de ces 23 faisaient partie des équipes qui étaient dans le top 20 de la saison régulière dans l'efficacité offensive et l'efficacité défensive. En rentrant dans la March Madness de cette année, il y avait que 5 équipes qui répondaient à ce critère-là. Okay. D'accord? Il y avait Duke de Boozer, Arizona, Michigan, Florida et Houston. Donc, je vous lance ce petit bonbon-là en regardant attentivement. Est-ce que on va avoir 23 des 24 derniers qui vont répondre à ce standard, ou est-ce que cette année va faire exception? Mais ça fait 23 ans où il y a sur les 23 dernières années, 22 champions et faisaient partie de ces équipes qui étaient dans le top 20 en efficacité offensive et défensive la même année. Et là, cette année, il y a que 5 équipes qui répondent à ce critère-là. Donc, à voir si ça va être confirmé ou pas. Moi, j'ai un coup de gueule à faire. Le comité de sélection, si vous êtes familier ou pas, je vais aller très très rapidement sur ça. Les 64 équipes sélectionnées pour la March Madness sont sélectionnées par 2 biais. Il y a le biais de la qualification automatique par les tournois de conférence. Donc, quand on gagne le tournoi de conférence, donc il y a 32 conférences. Quand on gagne son tournoi de conférence, on est automatiquement à la March Madness. Parfait. Mais il y a 32 autres équipes qui donc sont sélectionnées. Et le tableau de la March Madness, il y a 4 régions. Est, ouest, nord, sud. Très bien. La région Est. Il faut m'expliquer comment la région Est se retrouve avec St. John's, qui est coaché par Rick Pitino, qui a fini dans le top 10 du classement universitaire de la saison régulière et qui se retrouve comme un siège 5, tu vois, 5th seed. C'est illogique. Et on se retrouve donc avec Duke, Kansas, Michigan State, UConn, Louisville et St. John's dans la même région, dans le même tableau. Moi, je trouve que ça fausse l'équilibre du tableau universitaire. Je trouve ça totalement illogique. C'est même pas, on peut même pas le justifier par rapport à un classement parce que St. John's est dans le top 10. Comment est-ce que si t'es dans le top 10, tu te retrouves parce que t'as 4 seeds numéro 1, t'as 4 seeds numéro 2, t'as 4 seeds numéro 3, t'as 4 seeds numéro 4. Donc, ils sont dans le top 10. Ils se retrouvent déjà hors des top 16 de la braquette. Donc, St. John's, qui est une équipe
qui a gagné, et d'ailleurs shout out à Rick Pitino qui est le seul coach de l'histoire de la NCAA à avoir gagné un tournoi de conférence avec 5 équipes différentes. Donc pour rappel, c'était avec Boston, Kentucky, Louisville, Iona et St. John's. Juste une question. Depuis quand t'as un accent québécois? J'ai un accent québécois, moi? J'ai dit quoi qui était québécois? Ça fait 2 minutes, je t'écoute, je me dis, oh, il sort d'où cet accent? Et parce qu'en commentaire aussi, il y a quelqu'un qui l'a dit aussi. Un accent québécois? Je te jure, je t'enverrai, hein. Mais apparemment, t'as un accent canadien québécois. Mais pourquoi? Parce que je dis les termes anglais? Non, je sais pas. Mais en tout cas. Non, qui a dit ça? Bah, tu sais pourquoi il dirait québécois? Parce que quand tu donnes le nom des universités, enfin, en tout cas, tu parles de noms anglais, bah, tu le prononces tel que c'est prononcé chez eux, non? Non. C'est St. John's. Mais ça m'a titillé l'oreille depuis, il faut que je pose la question. C'est pour ça qu'il sourit en coin, ce salopard. Salopard. Donc voilà, St. John's qui se retrouve. Mettez des bips, hein. Non, salopard, c'est un mot affectif. C'est un mot affectif. Ah. Mais donc voilà. Et gens vous sont pas savez, d'accord. et moi j'ai ma théorie par rapport à ça. Pourquoi est-ce que la Big East se retrouve avec autant de gros clients dans la même région et donc avec des seeds, des sièges qui leur ont été alloués un peu moins? Bah, je pense qu'il y a un lobby. Oh. La Big East, c'est Fox Sports qui s'occupe de la Big East. Toutes les autres grosses conférences, c'est CBS ou ESPN. Les gros bras. Fox, c'est le 3e. C'est en dessous. Et bah, il n'y a pas pour moi à chercher ailleurs. Je pense que la Big East, qui pourtant, depuis 1984, a amassé 11 titres nationaux à la même échelle que la ACC. La ACC, c'est la conférence de North Carolina, Duke et consorts. Et autant combiné que SEC, Big Ten, Big 12, combiné. Et pourtant, bah voilà, je pense qu'il y a le lobby un petit peu des médias, qui, on sait bien, hein, les médias, ils font leur boulot dans le fait de convaincre un peu les gens enfin, il y a un storytelling. Donc ça me contrarie parce que je trouve que ça fausse un petit peu l'équilibre sportif dans les régions et que t'as plein d'équipes qui étaient potentielles candidates au titre, qui vont s'entretuer. Parce que tu vois, là, si on regarde le tableau, on se retrouve avec Duke qui va devoir jouer St. John's Ou Kansas. Ou Kansas. Yeah. Donc c'est une dinguerie que St. John's et Kansas se retrouvent matchés au deuxième tour. Excusez-moi, ils auraient jamais dû se retrouver matchés au deuxième tour. Il y a Michigan State qui va jouer le vainqueur de UCLA UConn. Ouais. C'est pas rien. C'est des dingueries parce que quand je regarde ce qui se passe du côté notamment du tableau ouest, justement le fait que Texas puisse passer en jouant contre Gonzaga au deuxième tour, ça vous traduit un petit peu je pense, de ce déséquilibre là. Donc c'est mon seul coup de gueule que j'ai par rapport à la March Madness parce que je trouve que c'est pas. Alors c'est des matchs de légende. Grosse dédicace à Tom Izzo, le coach de Michigan State qui est éternel. Hein. Si on parle un peu des mois de l'année, t'as janvier, février, Izzo, avril, mai, juin. Parce que le mois de Vous mars, aimez bien le format? Le format est absolument incroyable. De quoi? De la March Madness? Ouais. Tu peux pas faire des playoffs. Il y a trop d'équipes. C'est impitoyable. Ah oui, c'est Dallas. Hein. Impitoyable. Oui. Trop méchant. C'est les anciens qui connaissent la référence. Ouais, Dallas. J'avoue, là, on n'a pas rigolé. Il n'y a pas ton acolyte. Fais ça. Il y a pas l'ancien. J'ai fait Dallas. Il a dit c'est impitoyable. J'ai dit c'est Dallas et personne n'a compris. C'est générique, non? On a compris, Dallas. Si, on a compris. Vous avez compris, vous êtes sûr? Ouais, si, quand même. Tin. Dallas. Voilà. Oui, merci. Ouais, C'est pas qui regardait ça. Là, on est en supériorité aujourd'hui. Voilà. J'ai le dos solidesse. Comme dit le Bougol Carry, là, j'ai la pectance. J'ai la pectance aussi. Tout ça pour rajouter aussi que, bien évidemment, on a parlé bien évidemment de la NCAA, de la March Madness aussi masculine, mais évidemment, il y a aussi le même tournoi aussi, féminin. Bien entendu. Là où c'est intéressant, parce que UConn est clairement l'équipe favorite cette saison. Mais on sait très bien que tant que South Carolina est encore là, c'est jamais fini. Parce que... Tu sais qui est-ce qui coach South Carolina, Ali? Voilà, tu vois. C'est Don Staley. Don Staley. C'est Don Staley. La fameuse coach J.J. Wilson, la coach de... Ouais, notamment, c'est celle qui a gagné... Là, ces derniers temps, celle qui domine. Hein. Contrairement à celle qui domine, elle a fait partie aussi de la Team USA 96. La grosse équipe. Mais tout ça pour dire que il y a quand même aussi un gros tournoi aussi féminin aussi. Là, on sait qu'on en a parlé tout à l'heure. Si tu parles du tournoi féminin, parle d'Olivia Miles. Mais il y a toutes ces choses-là.
Et en plus, on sait que les cuvées de draft aussi vont arriver et que ça va être de très, très, très sérieuses. Olivia Miles, est la première joueuse de l'histoire de la Big 12 en tournoi universitaire, en March Madness, à faire un triple-double sa première année. Et puis, de toute manière, toute année confondue. Donc, voilà, il faut gros potentiel. Il faut aller suivre, que ce soit masculine ou féminine, il faut aller suivre la March Madness. Parce que le tournoi là, c'est le tournoi de basket le plus regardé aux États-Unis. Hein. Je vous dis concrètement la vérité. Ils s'en rendent pas compte. Donc, c'est plus regardé que la NBA. Hein. C'est plus regardé que la NBA. C'est plus apprécié que la NBA. Et ce qu'il faut comprendre par rapport à la culture américaine, c'est que la NCAA, dans le cœur des fans de basket, est au-dessus de la NBA. Et pourtant, Dieu sait que le fanatisme, vous voyez bien comment nous on se défoule dans notre passion, dans la communication de notre passion pour la NBA et tout ça. Sachez que la NCAA aux États-Unis, c'est encore plus profond. Les mecs, ils bloquent des journées pour aller voir les matchs. Hein. Clairement. Faut se rendre compte que c'est une aventure. Le match, il commence à 16h, les mecs, ils viennent à midi, et ils sont déjà là en train de faire des barbecues sur les parkings et tout. Non, mais c'est clairement quelque chose là-bas. Bonne bière, hein. Vraiment, tu vois, genre. Bon, après ça, je sais pas. Bon, en tout cas, non. Tu sais, vas-y, on fait semblant. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça que j'allais dire. Je voulais pas le dire. Voilà. Mais... Comme si les Camerounais ne pouvaient pas la bière aussi. Hein? Les Camerounais aussi, c'est 8-6 et tout, hein. Ouais. Et le frigo. Les Camerounais. Si blessé. Pourquoi tu parles des Camerounais? Oh, on parle des Congolais. On va finir sur ça carrément, pardon. À consommer avec modération. Voilà. On vérifiera donc si les 5 équipes que je vous ai mentionnées confirmeront la tendance des 24 dernières années. Ok. Ouais, hein. Rendez-vous à la fin. Rendez-vous à la fin. Ouais. Bah, du coup, c'est une fin d'émission. Abonnez-vous. Elle allait encore me gronder. Ça allait encore me gronder, là. Elle veut plus faire du brick, malheureusement. Elle veut plus faire du brick. Aïe. À la semaine prochaine.